Jean-Marc, un petit mot sur le groupe tout d'abord avant ce déplacement à Chambéry demain. Un petit mot sur le groupe. Ouais, les blessés, les Oui, oui. présences. C'est surtout les contraintes que nous avons. Elles sont surtout liées par rapport au championnat, au carton jaune, avec Birama, Théo Pelnard et Charbot, qui ont, voilà. Ensuite, il y a aussi il y a la fatigue aussi de certains joueurs, comme je pense à Joubal, où nous on a envie aussi de le faire reposer un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y aura quelque part, il y a un turnover, un roulement sur ce match de coupe. Surtout que le prochain match de Coupe de France, il y aura un match tous les 3 jours. Donc dans ce cas-là, puis c'est multifactoriel, c'est différents éléments. C'est aussi quand tu es coach, tu as envie aussi d'engager, de concerner l'ensemble d'un groupe de 21 joueurs. 21 joueurs plus 4 gardiens. Mais donc tu as envie de les concerner. Et puis il y a aussi les contraintes des cartons jaunes qui sont toujours, très désagréables, quoi, voilà. En parlant de concerner les joueurs, la saison passée, par exemple, c'est vrai que la Coupe, c'était l'opportunité pour ceux, à chaque fois qu'ils passaient le tour d'avant, de rejouer le tour d'après. C'était un peu un challenge pour eux. Est-ce que là, ceux qui ont brillé au premier tour auront l'occasion de s'illustrer à nouveau 15 jours après? Réponse oui. Oui. Parce que justement, mais aussi quelque part, comment je peux le formuler, par cohérence de management, quoi, quelque part. Une cohérence de management, tu ne peux pas passer du coq à l'âne en permanence, et comme Paul et Momo ont flambé, je les fais jouer, oui, bien sûr, que ce soit clair. C'est clair comme ça. On a eu justement tout à l'heure en interview Momo Benfredge. Un petit mot sur lui. Vous avez l'habitude de dire que à l'entraînement c'est un claqueur de but. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ses récentes prestations à l'entraînement justement Vous avez eu l'interview, bon, Ouais. il sait parler français. Oui, oui, très bien. Ah bon? C'est un Toulonnais, donc il ne savait pas. Et, Il parle pas une autre langue là-bas. Non, non, Momo en plus, c'est un garçon en plus très intéressant et très passionnant dans le management quand tu es coach, parce que c'est un garçon très intelligent, très brillant, et ça se lit dans ses yeux. Et puis Momo, Mohamed, bon, il a été ce que j'ai cru entendre, il a été formé à l'OM, il est de Toulon. Et au départ, comme certains étaient venus pour le groupe, dans le groupe National 2, mais ce qui est intéressant, c'est par rapport, effectivement, c'est pas donné à tout le monde, ça. Et comme je dis, les entraîneurs, même si on peut les faire travailler, beaucoup, on fabrique pas les buteurs. Ça, tu n'es claqueur de but ou tu n'es pas claqueur de but. Et voilà, c'est quelque chose d'inné. Et lui, c'est effectivement quelqu'un qui est capable de mettre le ballon au fond très souvent. C'est quelqu'un qui est très adroit devant le but. Et en plus, ce qui est intéressant avec Momo, Mohamed, c'est que c'est un mec intelligent, quoi, voilà. C'est intéressant, quoi. Donc, il a capacité de compréhension et de s'élever d'une façon importante. est-ce que c'est aussi un symbole représentatif de cette génération de joueurs à la GIA qui n'a pas été formé au club, qui vient un peu en post-formation et qui arrive à montrer de belles choses comme Paul Joly, comme Yann Mohamed ou Momo Benfredge? Ça montre aussi que il y a des ressorts de ce côté-là qui peuvent exister. C'est assez délicat, ce genre de questions, parce qu'en fait, c'est toute une politique que tu peux mettre en place. Et c'est intéressant. Dans le monde moderne, tu te rends compte que, je ne vais pas les citer, mais j'ai vécu avec eux, il y a des clubs
qui réduisent leur centre de formation au minimum pour justement profiter de la formation des autres et de prendre la post-formation. D'ailleurs, pour être très clair, c'est ce que nous on faisait à Troyes, même s'il y a un centre de formation, bien sûr, parce que c'est obligatoire. C'est imposé. D'ailleurs, je pense que les présidents, à force, vont ruer dans les brancards pour qu'on arrête d'imposer un centre de formation dans les clubs professionnels, parce que ça coûte très cher. Mais nous, à Troyes, ce qu'on faisait beaucoup, c'est prendre des post-formations, mais énormément, pour compléter la formation, prendre des post-formations dans les grands clubs, qui gardent pas forcément, qui gardent juste une élite, et puis après, qui gardent pas forcément leur quelque part seconde catégorie, voilà, je vais dire ça. Et j'ai fréquenté des clubs où ils font uniquement ça. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et c'est vrai que c'est une bonne question. C'est d'ailleurs une politique qui est complètement différente de ce qu'on vivait au XXe siècle. Et qui doit être effectivement adoptée pour quelque part pour bien gérer à la fois l'économie du club enfin tout l'ensemble économique du club, parce que ça c'est très important, c'est souvent le cas. Et oui, c'est vrai. Ouais, tu as raison, c'est que j'avais pas pensé à ça, c'est qu'entre Paul et lui, c'est deux joueurs qui sont venus recrutés par le centre de formation, par la N2, par David Carré, qui était normalement venu mais c'est des post-formations, oui, effectivement. D'ailleurs, c'est intéressant, d'ailleurs. Où en sont Hamza, Saki, Gauthier Lloris, qui sont revenus un peu dans le groupe, là, même, qui ont un peu rejoué. Est-ce que pour eux, c'est l'occasion de reprendre du temps de jeu? Même Alexandre Coef aussi, qui était dans le groupe, mais qui n'a pas joué. Ils sont chiants avec leurs questions. Ils creusent toujours, ils sont malins. Oui, réponse oui. Enfin, ils sont bien, ils sont effectivement, au fil des jours et des semaines de reprise sur le plan de l'entraînement, ils sont bien. Et ils sont de mieux en mieux. Et c'est très intéressant, et c'est très... pas intéressant, mais c'est très important qu'il y ait une concurrence, voyez-vous. Et aussi, pour un coach, c'est important de les mettre, d'avoir du temps de jeu et d'avancer comme ça, effectivement. Et c'est ce que vous allez voir demain. Ils vont certainement jouer, effectivement. Mais ils sont bien, oui. C'est vrai que par rapport à il y a quelques semaines où il y avait beaucoup d'absents, ils reviennent un petit peu tous en même temps. Et c'est vrai que pour la première fois depuis longtemps, le groupe est quasi au complet, quoi. Donc oui. Ça apporte une émulation différente. Tout à fait. Puis il y a deux stratégies. Il y a la stratégie pour des coachs, c'est pas du tout la mienne. Il y a la stratégie toute simple de se dire, ben, tu voyages toujours avec les 10 mêmes, enfin les 11 mêmes, pardon, puisqu'on joue à 11. Je ne compte jamais le gardien, moi. C'est marrant. C'est à part les goals. Non, mais les 11 mêmes, où tu voyages, tu fais un management avec les 11 mêmes et tu voyages toujours avec les mêmes, et quels que soient les matchs, et ça arrive très souvent, hein, dans certains clubs et certains modes de management, où après tu concernes, et ça c'est plutôt ça a toujours été depuis 10, 12 ans, 15 ans, ça a toujours été, moi ma philosophie à moi, mon style, c'est de concerner l'ensemble du groupe. Alors bien sûr, c'est évident, hein, c'est compliqué quand j'ai débuté dans le football, quand j'ai débuté à Troyes ou que j'étais à Strasbourg, à Troyes 34 joueurs et à Strasbourg 42. Là par contre, t'as du mal à concerner tout le monde. Tu parles d'un bordel, je le dis, dans le vestiaire, 42 mecs dans le vestiaire. Ou 35, c'était l'époque après les premières années 2000, tu sais. Donc ça s'est calmé un peu, mais dès l'instant où tu as 20 ou 21 joueurs concernés, oui, parce qu'il est très important de se projeter dans l'avenir et de se dire comment psychologiquement, déjà, tu investis les garçons, ils sont investis, et puis aussi, si un jour tu as des grosses tuiles de blessures ou de suspension, mais comment les garçons, puisque tu les as investis, tu les as concernés, ils vont répondre présent, quoi, voilà. Toute la semaine, vous êtes entraîné le matin à 10h, notamment mardi, alors que vous êtes rentré à
assez tard. Est-ce que c'était un simple entraînement le mardi matin de décrassage ou c'était pour remettre un petit peu le bleu de chauffe après la défaite qui a forcément déçu pas mal de monde dans le derby? Non, c'était juste un programme que ce soit défaite ou pas défaite, ou que ce soit derby ou pas derby. Le programme, quand tu joues le lundi, que tu rejoues le samedi, c'est entraînement tous les matins. Tu peux faire aussi, ça nous est arrivé il y a une semaine, on avait fait l'après-midi, parce qu'on joue à 15h pour les habitués, mais c'est juste, c'est un programme classique, ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec le derby. Et par rapport justement à ce match de lundi, vous attendez une réaction plutôt sur le match de championnat ou là, dès la Coupe de France, même si c'est face à une équipe qui a plusieurs divisions d'écart, même si, comme vous le dites souvent, en Coupe de France, voilà, les valeurs s'égalisent, quoi, parce qu'il y a toujours la petite équipe qui a envie de battre la grosse. Oui, évidemment, quand tu te déplaces à l'extérieur, c'est pas comme si on est à domicile et que tout dépend des conditions de jeu. Voilà, ça dépend parce que nous, au football, quand tu joues, c'est pas comme si tu joues à la main, au basket, au hand. C'est plus facile, mais quand tu joues avec les pieds, que si les conditions de jeu sont difficiles, ben ça nivelle les valeurs. Voilà, c'est tout. Tout le monde sait ça, tout le monde connaît ça. Ça nivelle les valeurs. Mais pour ce qui concerne le championnat, il n'y a pas de focus sur le dernier match que nous avons joué. Il n'y a pas de focus dessus. Parce qu'il y a des circonstances multiples et variées qui font qu'on ne va pas chercher un point ou une victoire, mais que des fois tu ne maîtrises pas dans le football. C'est surtout quand tu montes un projet, évidemment, pour l'ensemble de l'environnement qui observe les matchs, on va faire des rapports sur très primaires, sur dire tiens, il y a ça qui ne marche pas. Non, ce qui est important, c'est surtout l'essentiel, c'est le projet que tu veux monter et comment tu veux progresser au fur et à mesure du championnat. Parce que dans le championnat à 3 points, il vaut mieux perdre une fois et aller chercher 3 victoires que de faire 3 nuls. Parce que si tu fais que des nuls, que des 4, 5 ou 6 matchs nuls, tu ne vas pas avancer non plus. Donc il vaut mieux t'en perdre un match et aller chercher 2 ou 3 victoires. Ça, c'est un bénéfice comptable beaucoup plus important. Mais c'est surtout comment tu construis un projet. Et il y a des circonstances de match qui nous ont été favorables. Je le vois par exemple, mais l'analyse... et je vais pas être agressif ou con parce que je le suis souvent, mais l'analyse de l'environnement est souvent très univoque et restrictif et trop analytique. Si tu joues contre Pau que tu gagnes 4-1, c'est une vraie surprise par rapport à ce que j'ai vu moi. Et pourtant tout le monde était excité, j'allais dire une grossièreté, mais tout le monde était excité à l'idée d'avoir gagné 4-1. Et pourtant, quand tu vois le match de Dijon et les circonstances du match, tu peux très bien aller chercher, selon les circonstances, un match nul par rapport aux occasions de but que nous avons, par rapport à la possession que nous avons, mais le football est ainsi fait que ça bascule ou d'un côté ou de l'autre. Et contre Pau, ça basculait pour nous, et contre Dijon, ça basculait contre nous. Donc il est effectivement très important de maîtriser, de travailler ça, mais le football est ainsi fait. Voilà. C'est comment tu es capable effectivement d'aller chercher des séries de victoires. Il y a une équipe de Chambéry qui se fait une joie de recevoir la GIA, qui est aussi, je pense, déterminée à jouer le coup à fond. Est-ce que dans l'approche, le fait d'avoir joué Limonest là, il y a 2 semaines peut aider? Parce qu'on a vu vraiment que ils pouvaient poser des problèmes, jouer crânement leur chance. Ah non, mais moi... pour avoir débuté dans un club amateur où on a tout pulvérisé en Coupe de France, je crois quand même on était le club amateur qui avons fait le plus de 32e de finale en Coupe de France, je vous l'ai déjà dit ici. Je sais ce que c'est que de jouer des équipes professionnelles.
Ce sont des matchs très délicats pour les professionnels. Après, ça dépend aussi beaucoup des conditions, parce qu'on annonce de la neige, on annonce de la pluie. Donc, comme nous, on joue avec les pieds, et que si les conditions sont difficiles, tu as le niveau qui est complètement égal pour tout le monde. Et pourtant, les observateurs ont dit « Ah oui, mais il y a une équipe professionnelle de Ligue 2, et puis il y a une Nationale 3 ». Mais pour l'avoir vécu quand j'étais à Livon-Saint-Serin, nous, tu pouvais venir avec toutes les équipes de Ligue 1, tu étais mort. Ouais. C'est pas compliqué. Tu étais mort. Tu es dégagé. Bon, et pourtant, le terrain était excellent. C'était un billard. Voilà. Mais parce que c'est effectivement, il y a, chez le club amateur, c'est un surcroît de motivation et tout ça. Et ce qui est juste important, c'est, comme je dis souvent, dans les matchs à animation directe, c'est est-ce que tu es au prochain tour ou est-ce que tu l'es pas? C'est tout, point final. Il n'y a que ça. Même si tu gagnes qu'un penalty de plus ou juste un but de plus. Voilà, c'est tout. C'est ça qui est important en fait. Parce qu'effectivement, dans l'histoire du foot, on l'a connu de multiples fois, dans l'histoire du foot, les valeurs sont très vite nivelées. C'est ce qui fait tout le charme de notre sport collectif, qui n'existe pas du tout dans les autres sports. Parce que tu vas jouer un match de rugby, Stade Toulousain, contre, je ne veux pas citer, une équipe régionale de rugby, tu as compris. Hein. Quoi qu'il arrive, 100 fois, c'est 100 fois 60 points ou 70 points que tu prends dans la gueule. Et en plus, quand tu rentres chez toi, ta femme ne te reconnaît pas. Donc c'est ça qui est gênant en plus. Et c'est pareil au hand, au basket. Il n'y a qu'au foot qu'il existe ce genre de situation. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la popularité de notre sport, effectivement. Il y a quelques jours, on a eu le résultat du réexamen de la DNCG par rapport aux finances du club, avec le maintien de l'encadrement de la masse salariale et toujours l'interdiction de recruter à titre onéreux. Il y a eu l'amélioration de certains ratios, c'est ce que le club a communiqué, mais malgré tout, ça fait que peut-être vous avez un petit espoir de recruter à titre gratuit, et du coup, ça semble un peu compliqué. Oui, mais poser la question à un coach, c'est quelque part, c'est pas de mon ressort, à part le fait que j'aimerais bien avoir un ou deux joueurs de plus. Par exemple, Delvin qui est avec nous depuis 6 mois, parce qu'il vit avec nous. Mais voilà, c'est ainsi fait. Les commentaires de ma part, si je faisais des commentaires quelque part comme quelqu'un, un supporter de la GIA ou comme quelqu'un, ce serait des supporters très violents et très, très colériques, parce qu'on a quelqu'un, un président qui est suffisamment investi, Monsieur Zou, dans le club, qui a suffisamment de moyens pour pas qu'on ait ce genre de contraintes. Et c'est pour nous un regard extérieur qui n'est pas un regard de spécialiste ou un regard, parce qu'en aucun cas, moi, je peux me positionner comme quelqu'un de compétent dans la matière. Mais c'est très, si je fais comme le regard extérieur et une analyse très, très primaire, je trouve ça un peu dur, ce genre de décision par rapport par rapport au président que nous avons et l'investissement qu'il y met, que ce soit dans le club et même à l'extérieur du club, l'investissement qu'il a mis dans la région. Et je trouve ça très, très, très dur. Alors, c'est pas un regard de spécialiste, c'est pas un regard d'un expert, en aucun cas. C'est le regard de l'entraîneur qui trouve ça très contraignant et pas du tout dans les normes que le club vit par rapport à notre président, M. Zou, par rapport à tout ce qu'il a investi dans la région et tout ce qu'il a pu faire ici. Je trouve ça vraiment très dur, voilà, très dur et ridicule. Voilà. De nous contraindre juste sur la masse salariale, je trouve ça un peu... Voilà. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas.
pourquoi. C'est très dur, très difficile à supporter quand on est un salarié de la GIA. Voilà. Et qu'on est investi, qu'on est manager de la GIA. C'est bon ? J'avais une dernière question. Demain, c'est les 80 ans de quelqu'un que vous connaissez bien, Aimé Jacquet. Vous dites très souvent que c'est parmi vos mentors. Qu'est-ce que vous auriez comme message à lui faire passer et qu'est-ce qu'il vous inspire là pour ces 80 ans comme personne comme Moi, dans mon inspiration du football français, il y a des personnes qui m'ont énormément marqué. Mais j'étais gamin, c'était d'ailleurs le président Fernand Sastre, qui a été quelqu'un de de brillantissime, et qui a mis une politique en place qui a permis au football français de ressortir complètement des oubliettes, mais complètement. Fernand Sastre, qui a vraiment été brillantissime, qui a mis en place les centres de formation, voilà. Et ensuite, pour moi, dans ce que j'ai vécu en tant que joueur et entraîneur, c'est Michel Hidalgo et Aimé Jacquet, qui ont représenté quelque chose de, tant sur le plan humain que sur le plan technique, quelque chose pour moi de merveilleux. Voilà. Et voilà, donc ces deux je sais qu'il a 80 ans, et donc et c'est vraiment quelque part une forme d'amour pour ces gens-là, pour Michel Hidalgo et Aimé Jacquet, parce que c'est un très grand respect, beaucoup d'admiration pour eux. Voilà. D'ailleurs, si moi je suis entraîneur professionnel, parce qu'au départ j'avais passé tous mes diplômes pour le plaisir, c'est un peu mes vacances. Et pour le diplôme, je vous l'ai déjà raconté, mais pour le diplôme d'entraîneur professionnel, moi, je n'avais pas envie d'y aller. Je voulais rester, j'étais content, j'étais à Libourne, CFA national, super, tranquille. Et je dis, je vais rester là. Et lui, il m'a appelé, c'était 3 jours après la clôture des dossiers. Il m'appelle, il me dit, Jean-Marc, tu viens au diplôme d'entraîneur professionnel. Alors moi, je lui dis, mais parce qu'il était DTN, il était directeur technique national. Je dis, mais c'est fini, ça fait 3 jours que c'est fini. Mais ça te regarde, il me dit. Je te passe ma secrétaire. Ça te regarde pas, tu viens, donne-moi ton dossier. C'était 3 jours que c'était clôturé, tu sais, depuis 3 jours. Et je passe à la secrétaire, il me dit, écoutez, taisez-vous, envoyez votre dossier, s'il vous plaît. J'ai envoyé le dossier, et voilà, c'est Aimé Jacquet qui m'a, quelque part, pas obligé, c'est pas le mot, mais qui m'a lancé dans la carrière d'entraîneur professionnel, parce qu'il m'a dit de venir passer le diplôme d'entraîneur professionnel, sinon je ne serais pas allé. Et donc je suis allé passer mon diplôme d'entraîneur professionnel, et je l'ai obtenu. Et voilà comment je suis venu grâce à Aimé Jacquet. Voilà. Je me rappelle toujours cette anecdote, parce que j'avais dit, ça fait 3 jours que c'est fini les dossiers. Il me dit, ça te regarde ça? C'est pas toi le patron? J'ai dit, ah bon? C'était le directeur technique national à l'époque. Voilà, c'est lui qui m'a appelé pour me faire passer le diplôme. Voilà. C'était sympa. Mais oui, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnages que je vous ai cités. Beaucoup, beaucoup.